moi, je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Est-ce ce jour-là que François Hollande a vraiment eu l'impression de devenir chef d'État? En tout cas, c'est en décidant de faire la guerre qu'un président exerce la suprématie de son pouvoir. Alors comment François Hollande parle-t-il de la guerre? Qu'il s'agisse du Mali ou de sa volonté d'intervenir en Syrie? Comment justifie-t-il la nécessité de ces interventions et s'inscrit-il en rupture avec ses prédécesseurs? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, François Hollande en chef de guerre, avec nous 4 invités. Philippe Moreau-Defarge, spécialiste des questions géopolitiques et chercheur à l'IFRI, Institut français des relations internationales. Louis Gauthier, spécialiste des questions de défense. Vous avez conseillé Lionel Jospin quand il était à Matignon et vous présidez aujourd'hui le think tank Orion, rattaché à la Fondation Jean Jaurès. Jérôme Sainte-Marie, spécialiste de l'opinion à l'Institut CSA, pour mettre en perspective l'impact de ces discours. On dit souvent que les guerres rendent les présidents populaires. On verra que ce n'est pas toujours vrai à long terme. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission, pour commenter les ressorts de ces discours. Alors concernant François Hollande, c'est sans doute sa visite triomphante au Mali après les conquêtes et les victoires de l'armée française sur les islamistes qui a le plus marqué. Alors on en a vu un court extrait dans le générique. Je vous propose de le revoir dans le contexte avec d'autres images et puis on commente après. Les rues de Bamako en liesse, la capitale malienne, dernière étape du voyage de François Hollande. Le président français est venu symboliquement place de l'Indépendance. Et moi, je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Parce que, à un moment, une décision doit être prise. Elle est grave. Elle engage la vie d'hommes et de femmes. Cette décision, je l'ai prise au nom de la France. Cette décision, elle honore la France. Et à travers les clameurs, la ferveur, le soutien que vous m'apportez, c'est à toute la France que vous donnez votre plus grand hommage. Merci, peuple malien. Vive le Mali, vive la France, vive l'amitié entre le Mali et la France. Merci. Voilà, je viens sans doute de vivre le jour le plus important de ma vie politique. Alors cette déclaration a été très commentée, elle n'a pas toujours été très bien comprise d'ailleurs. Je voudrais savoir, vous, comment vous l'entendez, Denis Bertrand? Le jour le plus important de ma vie politique. Écoutez, surprenant. C'est de toute façon une expression ambiguë, c'était ouverte à l'interprétation. Je pense qu'il y a dans le contexte de la situation elle-même un effet qui justifie cette importance, qui est l'effet de la double reconnaissance. À la fois la reconnaissance des Maliens vis-à-vis de la France et de cette intervention qui passe à travers les ovations et à travers cette présence de la foule, et en même temps la reconnaissance qu'il introduit dans son discours en disant merci au peuple malien pour avoir contribué aux efforts de guerre français à d'autres époques, merci au peuple. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'effet de don et de contre-don. Et je pense que dans la réciprocité qu'il construit, il peut... D'accord, donc le jour le plus important, c'est parce qu'en tant que président de la République, oui, il vit ce moment où on redonne finalement au Mali ce que... Donc, vous l'entendez... D'accord. La puissance de la reconnaissance. La puissance de la reconnaissance. Réciproque. Oui, Philippe Moreau-Defarge, est-ce que vous entendez aussi dans cette phrase? Je crois qu'il y a des subconscients très forts. Il y a une image qu'on ne peut pas oublier, ou un mot qu'on ne peut pas oublier, the finest hour. It is our finest hour. C'est en 1940, lorsque Churchill, dans l'été 1940, s'est adressé aux jeunes pilotes de la RAF qui se battaient contre les avions allemands qui menaçaient l'Angleterre et qui leur dit « c'est votre plus beau jour ». Je pense que quelque part, tous les hommes politiques, tous les hommes au pouvoir veulent revivre ce moment. Et je dirais consciemment, inconsciemment,
évidemment, François Hollande essayait de revivre ce moment. Simplement, comme disait Karl Marx, la première fois, c'est une tragédie, la deuxième fois, c'est autre chose. Ah d'accord, on parle souvent des accents churchilliens qu'on pourrait avoir dans la bouche des présidents. Voilà, ça peut se manifester à différentes occasions. Face à toute guerre, Churchill surgit tout de suite. Toujours. Alors, puis il y a aussi quelque chose qui est important parce qu'il dit à un moment une décision doit être prise, je l'ai prise. Alors, est-ce que c'est là, est-ce que vous entendez aussi que c'est à ce moment-là qu'il endosse les habits du président, Louis Gauthier? Je pense que l'élément fondateur, c'est l'élection. Mais que là, c'est un moment. Alors, c'est pourquoi dit-il ça maintenant? Parce que ça, c'est à la fois une décision, la première qu'il prend d'engager les forces françaises dans son mandat, que ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère, et il veut bien le faire sentir et le faire comprendre. Deuxièmement, je pense qu'il y a un ressenti, vous avez parlé de reconnaissance, qui est évident. L'opération militaire s'est bien passée, le pays a été libéré, et à Bamako, il a un grand discours, mais aussi un discours de restitution historique. Moi, j'ai vu des accents plutôt gaulliens, j'ai vu les réminiscences du discours de Brazzaville, d'une certaine manière, où il dit voilà, vous avez combattu à nos côtés pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Il le dit d'ailleurs dans son discours, de la même manière que le général de Gaulle avait dit alors que la France, etc., c'est d'ici de ces territoires d'outre-mer. Eh bien, il y a plutôt cette impression, ce ressenti très fort qu'il évoque à ce moment-là. Alors, il y a quelque chose qui parle. On va revenir sur la question du timing, parce qu'il n'intervient pas à la fin du conflit, puisque les soldats français sont encore sur place. Il intervient à la fin d'une période militaire où le pays a été libéré, mais évidemment, le conflit continue, les opérations militaires parce qu'on pourrait s'interroger sur le sens de cette visite à ce moment-là précis. Et puis, il y a aussi cette phrase, effectivement, une décision doit être prise, je l'ai prise. On se demande si c'est pas aussi une réponse, peut-être à certains reproches qu'on a pu lui faire, de son indécision, si ça ne s'adresse pas beaucoup aux Français sceptiques, Jérôme Sainte-Marie. Oui, alors en vous écoutant, je me disais qu'à partir des mêmes images, on peut avoir quand même des interprétations, des perceptions radicalement différentes. Je fais partie de ceux qui ont vu dans ces images une spectaculaire démonstration de faiblesse de la part de François Hollande. C'est-à-dire que François Hollande se retrouve d'une part en disant quelque chose qui est très peu compris en Hexagone, c'est le jour le plus important de sa vie politique. C'est très surprenant dans l'état d'opinion française actuellement d'entendre ça pour ce qui est une intervention en Afrique, justifiée ou pas, mais depuis le Tchad et d'autres, on a connu surtout beaucoup. Lointain, vous voulez surtout, dire. Regardez un peu l'image. Vous avez l'image d'un président de la République socialiste, en civil, entouré de militaires, et qui a tendance à peut-être se laisser un peu gagner par l'ambiance. On a connu, sans remonter jusqu'à Guy Mollet, mais on a connu quand même un certain nombre de responsables civils et socialistes se laisser, quand même, comment dirais-je, un peu griser par l'ambiance militaire. Et là, il tient des propos qui font effectivement appel à l'histoire. Alors je n'aurais pas la cruauté de reciter Karl Marx comme mon voisin, mais effectivement, on est un peu dans l'outrance, on a une rhétorique assez curieuse sur le don et le contre-don par rapport à l'époque où les Maliens, certes, venaient en France, mais c'est un peu vieux, vous voulez dire. C'était pas totalement sur la base du volontariat, c'était, rappelons-le, quand même, l'Empire colonial. D'où l'importance du contre-don, peut-être. Et que donc, on est sur quelque chose qui est qui pourrait facilement paraître comme peu raisonnable. Et en tout cas, je trouve cette image, avec ces militaires africains ou français autour de lui, cet homme qui semble vivre quelque chose d'extraordinaire, alors qu'encore une fois, c'est une intervention militaire en Afrique, c'est pas non plus le débarquement de Normandie. Quand vous dites démonstration, les opérations qu'on mérite. On a les opérations qu'on mérite. Alors, non, parce que vous dites démonstration de faiblesse, c'est-à-dire de faiblesse parce que vous avez l'impression qu'il est, comme vous dites, gagné par l'ambiance, qu'il est le président en civil qui est un peu influencé par les militaires. Alors vous qui êtes spécialiste des questions de défense, que pensez-vous de ces images? Non, je pense pas ça. Quand il dit que c'est une opération importante dans sa vie, effectivement elle l'est. C'est la première opération militaire qu'il décide comme président de la République, et je pense que c'est une décision difficile. Vous exposez la vie des hommes, ce pas des affaires qui se traitent à la légère. Alors voilà, effectivement, comme vous dites, on voit tous, on a pu voir effectivement un échantillon d'interprétation peut-être irréconciliable, en tout cas concernant les propos de François Hollande. Il y a eu auparavant, quelques mois plus tôt, parce qu'il dit que c'est le jour le plus important de sa vie politique, mais il faut savoir que ce jour, il a bien failli ne jamais le connaître, du moins à l'entendre, car quelques semaines plus tôt, il déclarait ne pas vouloir d'intervention française au Mali. Je vous propose de l'écouter, c'était dans une intervention sur TV5 Monde. Si on nous demande notre appui logistique, c'est-à-dire matériel, un certain nombre d'informations, nous fournirons. Mais là encore, il n'y aura pas d'hommes au sol, pas de troupes françaises d'une manière ou d'une autre engagées. Un soutien aérien. Il ne nous est pas demandé, donc pour l'instant, mais s'il est demandé. Nous ne pouvons pas, nous, intervenir à la place des Africains. Il faudra transporter les troupes. Très clair, on peut donner un appui matériel,
on peut former, mais nous n'interviendrons pas. La France n'interviendra pas. Voilà, donc ça c'était au mois d'octobre. Il l'a répété lors de sa conférence de presse du mois de novembre. La France n'interviendra pas. Pourtant, la France est bien intervenue au mois de janvier. Voilà pourquoi je vous propose d'écouter la première intervention du président suite à cette décision. Mesdames, Messieurs, le Mali fait face à une agression d'éléments terroristes venant du Nord, dont le monde entier sait désormais la brutalité et le fanatisme. Il en va donc aujourd'hui de l'existence même de cet État ami, le Mali, de la sécurité de sa population et celle également de nos ressortissants. Ils sont 6 000 là-bas. J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali, appuyé par les pays africains de l'Ouest. En conséquence, les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Cette opération durera le temps nécessaire. Les terroristes doivent savoir que la France sera toujours là lorsqu'il s'agit non pas de ses intérêts fondamentaux, mais des droits d'une population, celle du Mali, qui veut vivre libre et dans la démocratie. Merci. Voilà, oui, pendant l'extrait, on parlait de son débit. Effectivement, il est très lent, très solennel. Et puis, sur les mots, il explique avoir répondu à une demande d'aide. Il parle du soutien apporté, d'opération. Il n'emploie pas du tout le mot guerre. Alors, je veux savoir ce que vous pensiez de sa manière, d'abord, de justifier et d'expliquer cette intervention. C'est terrible parce que, je ne veux pas être cruel, on a l'impression de George Bush en 2001. C'est toujours le terroriste, c'est-à-dire on combat le terroriste. C'est-à-dire le mot terroriste est devenu une espèce de mot fétiche qui justifie beaucoup d'engagement. Alors, je ne dis pas que l'addition, on ne va pas parler sur le fond de l'addition, mais c'est vrai qu'il y a un fétichisme du mot terroriste, et c'est vrai que le mot terroriste, on nous renvoie au visage le mot résistant. Hein. Le terroriste, c'est le résistant. Alors, on verra qu'effectivement, il y a un choix de mots où il dit terroriste, il ne dit pas islamiste, il ne dit pas djihadiste. On se demande pourquoi ce mot, effectivement, terroriste, remplace le mot, je sais pas, djihadiste ou islamiste. Alors, Denis Bertrand et puis Gauthier. Je crois qu'en effet, et c'est une différence sensible avec le discours de Bush, il se refuse à faire intervenir la dimension du sacré. Et des mots comme islamiste ou djihadiste font, même indirectement, connotent la dimension du religieux. Vous voulez dire que le politique rentre dans des arguments d'une rhétorique religieuse et ce serait pour ça qu'il refuse? Je pense qu'il veut éviter cela. Vous pensez qu'il veut éviter ça? Je pense qu'il laïcise la guerre. Absolument. C'est très important. Il y a un autre aspect moi, qui me frappe, puisqu'on a vu les deux séquences, c'est tout de même le mystère de la force d'affirmation du discours du politique, qui peut affirmer avec une détermination absolue « nous n'interviendrons pas », et quelque temps plus tard, nous sommes intervenus. Et sans que la contradiction soit vécue comme un drame. Je veux dire, il y a quelque chose d'assez intéressant parce que... Oui, c'est ça, justement. Alors justement, il n'y a pas de contradiction. Attendez, vous allez répondre. On l'entend, la contradiction, quand même. Alors, les deux séquences sont limpides. Là, vous avez un discours d'autorité, vous avez un discours de commandant en chef, le pupitre, etc. Ce qui me frappe aussi, et vous le verrez pareillement pour Sarkozy, c'est qu'il est devant deux portes fermées. C'est-à-dire que toutes les issues de la négociation qui avait été recherchée, toutes les solutions alternatives, notamment d'une intervention de la communauté internationale, ont échoué. Et entre-temps, pour revenir sur le mot terroriste, un ressortissant français de plus a été enlevé fin novembre. Donc voilà, vous avez la séquence. Il s'entretient avec des journalistes, il est dans la préparation. Toute position qui montrait que la France ne serait pas suffisamment retenue, mais serait déjà en avance de phase sur une intervention possible, compromettrait tous les efforts diplomatiques qui ont été faits pour réunir un consensus sur cette opération, voire plus, une coalition militaire pour l'entreprendre. Et là, au moment où il parle, il a obtenu une résolution du Conseil de sécurité. Dans le deuxième extrait, il a obtenu une résolution du Conseil de sécurité fin décembre. L'ensemble de la communauté internationale, à un bémol près venant
de quelques pays arabes le soutiennent, y compris la Chine. Et là, il prend une décision parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il dit, voilà, j'ai pris cette décision au nom de la France. Et vous avez évidemment l'ensemble de la symbolique, le faisceau d'électeurs, le drapeau français, le Alors drapeau, attendez, pour qu'on comprenne bien, le drapeau européen. D'accord, donc en fait, les portes fermées sous-entendent qu'il a... C'est intéressant d'ailleurs comme symbolique. Et si, je sais pas si l'image a été travaillée... J'en suis pas sûr. Non, mais en tout cas, interprète peut-être les images. Là, vous êtes sémiologue. Vous êtes sémiologue, mais spécialiste des questions de défense. C'est étonnant, vous voyez que Sarkozy, c'est pareil, sur la limite. Les portes sont fermées. C'est très intéressant. Donc vous dites en fait, il ne se contredit pas dans la mesure où il est dans deux moments différents. Alors on a pu lire dans certains articles de presse, notamment une enquête du Nouvel Observateur, que au mois de novembre, effectivement, il y avait déjà tout ce travail de préparation de la guerre qui se faisait, mais que François Hollande, alors le journal disait, ment aux journalistes parce qu'il ne veut pas finalement donner d'informations sur une opération en évidemment, dans une discussion avec les journalistes, il vous relance. Donc là, il ne veut pas s'avancer, il ne veut pas ouvrir son jeu à un moment où il a des choses à entreprendre sur le front international. Mais il le dit à un moment en répondant de manière factuelle et objective. Quand on lui dit, quand on lui dit, est-ce qu'un soutien aérien est possible, il dit la question n'est pas posée. Ça veut dire évidemment qu'on n'a pas oublié de réfléchir à cette question. Voilà. Ouais, Philippe Moreau-Desfarges, parce qu'on a quand même, après toute la question, c'est ça, de pas être pris en flagrant délit de mensonge, ou alors... Non, je comprends ce que veut dire Louis Gauthier, qu'il y a une sorte de réalisme politique et réel, mais simplement on a envie de se dire, est-ce que François Hollande est, alors très bien, c'est donc un homme d'État, et donc il oublie toutes ses convictions socialistes malgré tout. Quand il a dit qu'il ne voulait pas intervenir, il y avait une conviction, il y avait derrière une conviction forte. On se dit, est-ce que c'est un homme qui n'a pas du tout de conviction, mais genre, ou qui est vraiment dicté par les intérêts de l'État j'en sais rien, mais quand même la continuité me froisse. Vous froisse. Comment ça s'entend ça, justement? Vous pensez que cette contradiction, elle est perçue par l'opinion? Ça se perçoit très peu. Ce qui m'a frappé en regardant ces images devant ces deux portes, c'est à quel point, je suis désolé de le dire, et c'est pas faire une insulte au drapeau que de le dire, à quel point la communication de guerre est un boulevard pour un président de la République. On voit bien qu'il parle très lentement, qu'il y a les drapeaux, il y a tous les symboles qui ont été énumérés. Il en profite en quelque sorte en termes de communication. Et si on n'avait pas compris, Le Monde s'est chargé de nous expliquer juste le jour même ou le lendemain que c'était le tournant du quinquennat, ce qui d'ailleurs ne s'est absolument pas réalisé. Et par ailleurs, ce qui me frappe aussi, c'est que lui, François Hollande, un social-démocrate, humaniste, quand il se met dans ce rôle-là, il s'y met à fond, il s'y met même sans tellement de contrôle, puisque on martèle, on va le revoir sans doute, ce mot de terroriste qui renvoie au vocabulaire bouchien, qui renvoie aussi au terme de hors-la-loi utilisé par la guerre Algérie, et on n'est plus du tout, il y a toutes sortes de termes qui sont possibles. C'est une guerre, il y a des combattants étrangers, etc. On peut parfement justifier notre intervention au Mali sans démoniser l'adversaire. Parce qu'un terroriste, ça ne se combat pas, ça s'élimine. Pour terminer, sur cet extrait, il y a quand même une justification. Alors, il évoque plusieurs arguments pour justifier l'intervention. Il parle de la sécurité des ressortissants français au Mali, de la survie même du Mali. Et puis, il a cette phrase, la France sera toujours là quand il s'agit non pas de ses intérêts fondamentaux, mais des droits d'une population qui veut vivre libre. Alors, c'est vrai que ça paraît étrange comme formule de bien dire non pas de ses intérêts fondamentaux. Alors, c'est vrai que quand on parle de terroristes, on pourrait penser on entend un peu terroriste, on entend une menace pour la France. Non, c'est pas ça. Je veux savoir ce que vous pensiez de cet argument. Moi, d'abord, j'étais très sensible à la surcharge argumentative. Oui, beaucoup de raisons. Il emploie énormément les mots, les articulations argumentatives, les donc et les par conséquent. C'est-à-dire qu'il fait comme si son discours, sa décision, était le résultat d'un déroulement logique implacable de relations de cause à conséquence, et comme si ça lui échappait, même personnellement. Je veux dire, c'est comme si c'était une sorte de logique de la décision de l'événement. Toutes les portes ont été fermées. Ça, je crois que c'est très très important. Et sur le fait de dire non pas la France n'est pas là pour défendre ses intérêts fondamentaux, mais les droits d'une population. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Parce que c'est étrange de bien. Oui, je me suis posé la question de la construction sémantique de la phrase. Ce qui veut dire, c'est que on n'est pas là dans une logique de défense nationale classique, on est dans une logique d'intervention, et il énumère d'ailleurs, un peu dans un catalogue, ce que vous évoquiez à l'instant, toute une série de raisons qui militent pour que la France intervienne, dont certaines très précises, comme par exemple, et celle-là elle est décisive en droit international, le fait que c'est à la demande des autorités maliennes que nous sommes intervenus. Mais je pense que c'est la construction sémantique de la phrase qui donne cette impression. Il a voulu distinguer ce qui est au fond la défense nationale et puis ce type d'intervention où on intervient au nom
nom du droit international, au nom de la responsabilité de protéger les populations. Il a voulu faire un distinguo, me semble-t-il. D'accord, mais l'un n'excluant pas l'autre, même s'il dit non pas. D'accord. Voilà. Alors je vais vous donner la parole, mais juste avant, je voudrais vous montrer un autre extrait, puisque donc là on a vu qu'il y avait toute une palette d'arguments, mais quelques jours plus tard, il y a un argument qui semble-t-il prend le dessus. C'est assez surprenant, c'est lors d'une intervention pour la journée de la femme le 8 mars. Nous n'accepterons pas, et nous ne l'acceptons pas, que les femmes soient empêchées de vivre, de sortir et d'aimer. Eh bien, ceux qui se comportent ainsi trouveront toujours la France devant eux. Et si... Et si certains s'interrogent pour savoir pourquoi la France est au Mali, c'est parce qu'il y avait des femmes qui étaient victimes de l'oppression, de la barbarie, qu'il y avait des femmes à qui l'on mettait le voile sans qu'elles l'aient elles-mêmes demandé, qu'il y avait des femmes qui ne pouvaient plus sortir de chez elles, qu'il y avait des femmes qui étaient battues parce qu'elles voulaient être libres. Si certains s'interrogent pour savoir pourquoi nous sommes au Mali, c'est parce que nous voulons lutter contre le terrorisme, contre la barbarie, contre le fondamentalisme. Et là, on a l'impression qu'il choisit vraiment un argument. Hein. Alors, on parlait tout à l'heure des droits de la population à vivre libre. Là, c'est les droits des femmes. Mais attendez, on voit qu'il y a quand même deux difficultés. La première difficulté, je vais être un peu cruel, c'est comment être churchillien ou gaullien quand vous n'avez pas l'allure de Gaulle ou de Churchill. Première difficulté. C'est pas la difficulté de ce propos. Il y a une autre difficulté dans son discours. C'est comment apparaître comme héroïque dans une époque où l'héroïsme n'est plus valorisé. Et je dirais que d'une certaine manière, en défendant la cause des femmes, il invente un nouvel héroïsme, ce que je comprends tout à fait. C'est-à-dire, il faut que je sois héroïque. Donc je vais créer un nouvel héroïsme dans la défense des droits des femmes. C'est pas simple hein, de jouer au héros dans un monde qui n'est plus héroïque. Oui, sachant que ça paraît être aussi un peu un argument de circonstance. La veille, Nicolas Sarkozy a fait des critiques, émis des critiques. Le lendemain, la journée de la femme, on a l'impression que c'est un peu un argument de circonstance. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a effectivement cette impression. Il faut savoir que François Hollande a un problème, c'est qu'une de ses propositions les plus approuvées, peut-être même la plus approuvée, durant la campagne présidentielle, était le retrait des forces françaises d'Afghanistan, puisque les Français, pour différentes raisons, y compris le coût d'ailleurs de notre intervention, étaient très opposés au maintien de notre présence en Afghanistan. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une intervention qui se fait sous un président socialiste, certes, mais une intervention où, de nouveau, on s'implique dans un conflit dont on ne maîtrise pas forcément, en tout cas pour l'opinion, tous les tenants et les aboutissants. Mais l'argumentation de François Hollande, il a besoin impérativement d'en trouver une, renvoie, à mon avis, profondément à l'histoire de la gauche. Au fond, si vous prenez les grands débats, je crois que c'est 1888, après l'incident du Tonkin, la démission de Jules Ferry. Vous avez un grand débat historique. C'est fondamental, c'est le moment où l'Assemblée nationale doit décider si on investit dans les colonies ou bien si on retire, à commencer par notre contingent qui, à ce moment-là, se bat en Indochine. Et la gauche et la droite sont assez d'accord. Ils vont voter les crédits militaires. Et la droite passe à la tribune en disant « il faut y aller parce qu'il y a du minerai, il y a de la main-d'œuvre. Pourquoi? C'est notre intérêt. » Et les députés de gauche qui veulent voter, mais qui ont quand même une culture un peu différente, eh bien disent « mais on va les voter ces crédits. Mais de grâce, laissez-nous dire que c'est pour éduquer les peuples et lutter contre l'esclavage. » Alors aujourd'hui, tout ça est un peu démodé, donc maintenant il y a la cause des femmes qui permet d'habiller une décision. Mais vous voulez dire qu'on est dans une rhétorique, entre guillemets, de gauche? De gauche pour habiller une décision qui répond à d'autres problématiques. D'accord. Alors, Louis Gauthier, votre réaction, sachant que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il oublie un peu l'argument. Moi, je pense qu'il y a un glissement dans ce discours. C'est un discours qui n'est pas, évidemment, dédié au Mali. Hein, il est dédié à toute autre chose. Et donc, on entend à un moment une défense-illustration de valeurs auxquelles nous adhérons tous et pour lesquelles il est normal que la France se batte, et notamment la cause des femmes, des droits des femmes, de l'émancipation des femmes. Donc voilà, il rappelle ce propos général. Alors après, le glissement, il est évidemment sur le Mali, dans l'interprétation qu'on peut en donner. C'est évidemment pas par les armes qu'on va faire avancer les droits, la cause des femmes. On l'a bien vu d'ailleurs, puisque cette justification a été aussi utilisée en Afghanistan, combien le propos est inadéquat. Donc je pense que là, il y a une forme de glissement du discours. L'intention, elle est noble, elle est généreuse. C'est-à-dire de glissement sur qu'on quoi?
avoir l'impression, et je ne pense pas que c'est ce qu'il voulait dire, que d'une certaine manière, c'était par les armes qu'on allait réimposer des droits, des valeurs qui n'existent pas aujourd'hui dans la société malienne. Mais il faut bien savoir que pour cette société vive, pour que cette société s'exprime de manière démocratique, et d'ailleurs il doit y avoir des élections, etc., il faut bien qu'elle soit dans un pays libre. On a l'impression qu'il cherche aussi à répondre à des critiques, peut-être, confère l'intervention de Nicolas Sarkozy la veille, qui fait un peu feu de tout bois. Il ne faut pas surinterpréter. Je pense qu'il dit qu'on est au Mali pour défendre un certain nombre de valeurs, les nôtres. Ça ne veut pas dire qu'on est là pour les imposer. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, vous avez évoqué l'argument, entre guillemets, de gauche. Alors, on a parlé aussi tout à l'heure des accents peut-être bushiens, de ce qui avait pu faire penser à la rhétorique de George Bush. Juste un petit élément sur ce point. On réécoute un extrait d'une intervention de François Hollande, toujours cette intervention au Mali, là où certains y ont vu justement ces fameux accents, entre guillemets, bushiens. Vous demandez ce qu'on va faire des terroristes si on les retrouvait. Les détruire. Les faire prisonniers si c'est possible. Et faire en sorte qu'ils ne puissent plus nuire à l'avenir. Voilà, les détruire, les faire prisonniers. Vous nous expliquerez, Denis Bertrand, ce que vous pensez de cette juxtaposition. Mais juste avant, on réécoute un petit extrait de George Bush. Alors là, c'est en 2001, lorsqu'il emploie lui aussi ce mot « détruire » à propos de la guerre en Afghanistan. Ces actions ciblées ont été préparées avec soin pour détruire l'utilisation de l'Afghanistan en tant que base d'opération terroriste et pour attaquer la capacité militaire du régime taliban. En détruisant les camps et en interrompant les communications, nous allons rendre plus difficile pour le réseau terroriste la possibilité d'entraîner de nouvelles recrues et de coordonner leurs plans diaboliques. Au même moment, le peuple oppressé d'Afghanistan vont connaître la générosité américaine. Pendant que nous attaquons des cibles militaires, nous allons aussi larguer de la nourriture, des médicaments aux hommes et aux femmes mourant en Afghanistan. Les États-Unis d'Amérique sont les amis du peuple afghan. Nous sommes ici les amis de presque 1 milliard de pratiquants islamiques. Voilà, eux aussi sont les amis du peuple. Voilà, mais alors donc, on verra pour les arguments de droite et de gauche. Juste d'abord un petite analyse du mot détruire, puisqu'on voit bien que les deux emploient le mot détruire, sauf que François Hollande veut détruire les terroristes et George Bush détruire les camps, hein, pas les terroristes. Alors on va dire que c'est peut-être même plus fort, plus violent dans la bouche de François Hollande. En effet, c'est beaucoup plus violent, c'est très étonnant. Il y a un petit événement de langage là qui est lié au silence en fait, qui suit l'énonciation de détruire, parce qu'il prononce cette réponse à la question posée, les détruire, avec une tonalité ascendante, un ton ascendant qui est celui de l'évidence, de ce qui tombe sous le sens. C'est ce qu'on dit, les détruire. Et puis c'est comme s'il y avait une réflexion, enfin bon, les faire prisonniers si c'est possible, comme s'il y avait une sorte de rétropédalage argumentatif. Alors, pour vous, comment vous l'entendez? Je crois que les politiques, et c'est George Bush qui a quand même raison, sont piégés par ce mot de terrorisme. C'est vrai, c'est une tentation de voir le combat... Du moment qu'on a utilisé un mot très fort... Voilà. Et il a décidé une lutte manichéenne. Bon, c'est tellement tentant pour un politique d'être entré dans une lutte manichéenne. Je suis le bien contre le mal. Bon, et je pense que François Hollande, si on lui parle, c'est très bien que les terroristes, ce sont quand même des êtres humains. Le problème, c'est effectivement l'habileté de ce genre d'argument, c'est que le terroriste n'est plus un être humain. Il n'est plus un... Et donc il est emporté... Et là, sous tant mieux, c'est un être humain. Il est emporté par son discours, Louis Gauthier, vous entendez ça aussi? Il est un peu emporté là où vous pensez qu'il est dans un autre style d'argument? Non, je pense que là, effectivement, il est dans l'idée, il faut aller jusqu'au bout d'une opération qui implique ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de démanteler les caches énormes d'armes. Il dit détruire les terroristes. Il dit détruire les terroristes de manière générale. À mon avis, il n'y a pas... Et d'ailleurs, il se reprend et il dit les faire prisonniers. Donc vous entendez qu'il se reprend. Les faire prisonniers, on les fait prisonniers. Mais je reviendrai sur l'intervention de Bush, parce que moi, l'intervention de Bush, elle est très intéressante, parce que c'est une intervention, il faut regarder la séquence, hein. Il est là à son bureau, on ne voit pas les mains, il dévie d'un discours qu'il lit sur un prompteur ou qu'il a appris par cœur, on a vraiment cette impression, mais tous les arguments qu'il donne sont justes. S'il avait conduit cette guerre-là, on ne lui ferait pas les reproches qu'on lui fait aujourd'hui. Alors c'est là où je dis les mains sous la table, parce qu'on a l'impression qu'effectivement, quelqu'un qui ne demande pas ses mains est quelqu'un qui cache quelque chose. Et dès le départ, c'est une surinterprétation de l'image. Mais ce que je veux dire, c'est, voilà, depuis le début de cette guerre en Afghanistan, et d'ailleurs vos questions le montrent bien, on a toujours soupçonné d'aller rechercher autre chose que la destruction des terroristes, que la destruction du sanctuaire d'Al-Qaïda, etc. La destruction des camps terroristes. Des camps, voilà. Et donc, c'est quand on voit avec distance
cette image, on se dit mais ce discours il est parfait, sauf que la réalité historique nous a démontré que c'était pas ça, et donc quel était le dessous des cartes? Quel était le dessous des cartes? En tout cas sur les arguments, c'est vrai qu'on voit bien que le mot détruire dans la bouche de George Bush est un peu moins fort que dans celle de François Hollande. Pour finir sur les arguments de droite et de gauche, parce que là on a l'impression qu'il est dans une rhétorique complètement différente, François Hollande. Ah là, votre montage est d'une cruauté rare, puisqu'effectivement ce que dit George Bush est finalement juridiquement, moralement à peu près irréprochable. Notre montage qui est cruel, ce sont les discours qui sont cruels. Alors que, attendez, juste pour finir là-dessus, vous allez dire. sur François Hollande, ce qui est frappant, alors même que tous les discours que l'on voit qui s'enchaînent, il est dans des situations assez tranquilles, il n'est pas interpellé. Et pourtant, il y a des formes de dérapage, il y a des formes de quelque chose qui finalement renvoie peut-être à un inconscient collectif. Et cet inconscient collectif, malheureusement, c'est sur des formes de guerre sur lesquelles l'armée française maintenant a beaucoup réfléchi, a beaucoup travaillé, et sur lesquelles les officiers français ont généralement un propos beaucoup plus sous contrôle que là. Inconscient collectif, c'est-à-dire qui est lié aux guerres coloniales, tout simplement, et au traitement des prisonniers à cette époque-là. Enfin, la corvée de bois, ça existe. Donc ça que vous là, on est sur quelque chose d'élimination de prisonniers hors la loi, qui, effectivement, est tout à fait déraisonnable quand on est à la tête d'une puissance comme la France, qui a une puissance qui a un avenir, un présent, mais aussi un passé. Un passé colonial. Alors, on va voir justement d'autres types d'arguments dans la bouche de nos politiques. Alors là, il n'est plus question du Mali, mais il est question de la Syrie, un pays où le président François Hollande n'a cessé de dire qu'il fallait intervenir. Et le 14 mars, pour le 2e anniversaire du début de la révolution syrienne, les choses ont semblé s'accélérer. Écoutez. Vous écrivez que c'est un anniversaire de sang et de larmes. Alors, question claire, est-ce qu'on doit armer aujourd'hui l'opposition syrienne? Oui, la position que nous avons prise avec François Hollande, c'est de demander la levée de l'embargo sur les armes. Pourquoi ? Depuis le début, la France est en pointe pour soutenir la résistance syrienne. On le fait sur le plan humanitaire, il faut les aider. On le fait sur le plan politique, en soutenant l'opposition. Mais voilà, vous avez dit vous-même, le bilan est absolument épouvantable. Et donc, on ne peut pas accepter qu'il y ait ce déséquilibre actuel, avec d'un côté l'Iran et la Russie qui livrent des armes à Bachar, et de l'autre, les résistants qui ne peuvent pas se défendre. Donc, et là, il n'y a pas de respect d'embargo, pardon. Bien sûr que non, bien sûr que non. Y a pas donc jusqu'à quand est-ce qu'on respecte, nous, l'embargo? Eh bien, justement, la position que nous prenons, et qui est aussi d'ailleurs celle des Britanniques, c'est de demander aux Européens, maintenant, de lever l'embargo pour que les résistants aient la possibilité de se défendre. Et si ça n'est pas fait, que fera la France? La France est une nation souveraine, madame. Voilà, la France est une nation souveraine. Alors beaucoup ont compris ici, il le faut, on ira seul. Mais écoutez, un peu plus tard dans la journée, François Hollande, depuis Bruxelles, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Sur les livraisons d'armes qui sont faites à Bachar el-Assad, nous avons suffisamment de preuves pour justement considérer qu'il y a une asymétrie. D'un côté, un régime reçoit des armes, malgré un certain nombre de sanctions qui ont pourtant été prononcées, et de l'autre, une opposition que nous considérons comme légitime est soumise à des règles qui sont celles de l'embargo. Voilà, donc il explique la situation, mais de manière très technique. Un autre registre un peu plus tard, en sortant de sa conférence de presse. Écoutez. Nous souhaitons que les Européens lèvent l'embargo sur les armes. On ne peut pas laisser un peuple être massacré comme il l'est aujourd'hui par un régime qui a fait la démonstration que, pour le moment, et je crois c'est suffisamment clair, il ne veut pas de discussion et de transition politique. Voilà, donc deux registres différents, un plus technique, l'autre plus, on va dire, dans l'affectif, dans l'indignation, mais concrètement, dans aucun des deux, il ne se prononce, comme l'avait sous-entendu Laurent Fabius le matin même, pour une levée de l'embargo par la France seule. Alors, question, c'est est-ce que c'est un discours à deux voix ou pas? Comment vous l'entendez? Le complexe de la guerre d'Espagne. Je vous rappelle qu'en 1936, le grand débat de la gauche, c'était faut-il délivrer des armes? Refaites-nous des leçons d'histoire, parce que nous, on se contente d'avoir des images d'actualité. En 1936, les militaires sous la direction de Franco se soulèvent contre la République d'Espagne. Et il y a en France notamment un grand débat au sein du gouvernement du Front populaire. Faut-il aider la République espagnole à se défendre ou non? Et finalement, Blum
pour des raisons politiques tout à fait légitimes, décide de ne pas livrer d'armes à la République espagnole. Donc on voit bien qu'il ne faut pas répéter, on dirait que François Hollande, qui est quand même un homme de gauche, dit il ne faut pas répéter l'erreur de la guerre d'Espagne, c'est-à-dire abandonner ceux qui se battent pour la liberté. Mais, n'oublions pas que quand on connaît un peu l'histoire de la guerre d'Espagne, on sait que tout ça n'était pas si simple que ça, que la République n'était pas si propre que ça, et que Franco avait aussi des raisons de gagner. D'accord, donc vous vous dites, donc grand débat, il faut aider, il ne faut pas aider, mais enfin en tout cas là on se demande si c'est pas un discours à deux voix entre les deux, Louis Gauthier, parce qu'ils disent pas tout à fait la même chose. Vous avez regardé le moment, on est sur un sommet européen, c'est important. Donc ça veut dire qu'en réalité, malheureusement, une image, elle est vue par, enfin heureusement, désormais, elle est vue par tout le monde, commentée par tout le monde, mais là on est essentiellement dans une passe diplomatique. Que ce soit le chef de la diplomatie française ou le chef de l'État, il s'adresse à la fois aux alliés européens pour dire si on ne fait pas mouvement, si on ne retrouve pas davantage d'unité, et je vous rappelle que Cameron est en avance de phase sur cette histoire d'embargo, de levée de l'embargo, nous ne pèserons pas dans les négociations, et notamment aux côtés du gouvernement provisoire, de l'armée syrienne de libération. Les choses avancent sur le terrain. Donc Laurent Fabius brandit une menace pour Deuxièmement, ça c'est pour les Européens. Deuxième discours, c'est très clair, c'est de le dire à la Russie. C'est-à-dire on ne peut pas, c'est à la fois les faits, il y a une situation déséquilibrée, il y a normalement un embargo international qui devrait être respecté, et la Russie continue à livrer des armes à Bachar el-Assad, et donc à renforcer le camp de la répression face à la rébellion. Donc voilà, c'est un discours de rééquilibrage, mais qui est au départ de niveau diplomatique, qui a pour but de dire, et notamment de dire aux Russes, soyez raisonnables, arrêtez ces livraisons, revenons à des positions de négociation. Quel discours, celui de Laurent Fabius ou celui de Laurent Fabius, mais celui de François Hollande est un tout petit peu, je dirais, en retrait, un peu plus prudent, mais c'est normal. On est aussi dans une répartition des rôles techniques. Voilà, dans un cas, il y a un ministre des Affaires étrangères qui va déposer une résolution pour faire évoluer une situation au niveau européen. Il y a quand même un petit peu, effectivement, un partage. C'est normal, il y a des répartitions des rôles. Un partage des rôles. D'accord, non, mais c'est intéressant en tout cas à expliquer. Jérôme Sainte-Marie, sur ces arguments et puis sur le choix des mots aussi, on parlait des termes, là c'est plus rebelle, opposant, mais c'est résistant maintenant qui est dans la bouche de Laurent Fabius. C'est la résistance, la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Espagne ne sont jamais loin dans la rhétorique politique française. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Par ailleurs, ce qui n'est jamais loin aussi quand on parle de dictateurs ou dirigeants arabes, c'est de les appeler par leur prénom, comme Bachar, et non pas par leur nom de famille. Ça c'est Laurent Fabius, effectivement, ça nous faisait sourire. Curieux tout de même, qui prête à réflexion. Et qui vous inspire quoi d'ailleurs qu'il l'appelle Bachar? Ça vous inspire quoi? Vous dites qu'il prête à réflexion? Ça prête à réflexion tout simplement parce que c'est une forme de délégitimation. C'est ce que font d'ailleurs très fréquemment les médias américains aussi quand ils parlent de cela. Saddam Hussein, on l'aime ou on l'aime pas, mais il s'appelle Saddam Hussein, il ne s'appelle pas Saddam. Voilà, c'est comme ça. On ne dit pas Georges pour George Bush, me semble-t-il. Par ailleurs, je voudrais souligner que ce débat-là, c'est un débat très profond, très complexe à ma connaissance. C'est un débat qui ne se fait pas, celui-ci, sous le regard de l'opinion publique française. C'est-à-dire que là, je ne sais pas comment c'est ailleurs en Europe, mais en France, les gens sont très perplexes. Pas tellement chaud pour y aller directement, bien entendu, mais ni même pour aider. Et surtout, les Français se posent sans cesse la question de savoir est-ce que ce que nous faisons dans ces pays-là, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur le terrorisme, sur les tensions en France? Et leur réponse généralement est plutôt oui. Alors en Libye, ça est allé assez vite, ça s'est bien passé. La Syrie, c'est un peu compliqué, mais souvent on a vu, en tout cas dans l'opposition à la guerre en Afghanistan, il y avait beaucoup d'arguments. Ceci ne nous protège pas du terrorisme, mais risque au contraire de l'amener chez nous. D'accord, et donc vous avez l'impression que là, les réponses que font François Hollande et Laurent Fabius s'adressent plutôt, ce qu'on disait, à la communauté internationale qu'aux Français. On n'est plus dans une logique un peu de négociation avec les Russes et autres Non, je crois que pour une fois, et peut-être tant mieux, je ne sais pas, mais cela se fait directement en termes diplomatiques, en termes militaires, mais pas du tout en termes d'effets potentiels sur l'opinion. À ma connaissance, il y en a fort peu. Bon, pour finir, on a vu comment François Hollande, Laurent Fabius parlaient de ces questions et comment ils justifiaient la guerre. Du coup, on s'est demandé comment de précédents gouvernements avaient justifié d'autres interventions en d'autres temps. Alors on commence par quelque chose d'assez récent, Nicolas Sarkozy lors de l'intervention en Libye. En Libye, une population civile pacifique qui ne réclame rien d'autre que le droit de choisir elle-même son destin, se trouve en danger de mort. Nous avons le devoir de répondre à son appel angoissé. L'avenir de la Libye appartient aux Libyens.
Nous ne voulons pas décider à leur place. Le combat qu'ils mènent pour leur liberté est le leur. Si nous intervenons aux côtés des pays arabes, ce n'est pas au nom d'une finalité que nous ne chercherions à imposer au peuple libyen, mais au nom de la conscience universelle qui ne peut tolérer de tels crimes. Voilà, la conscience universelle, hein, c'est fort comme terme, on va le commenter. Puis il use aussi un argument humaniste. Vous disiez que c'était plutôt des arguments de gauche. En tout cas, lui, il les utilise, on commentera. Mais juste avant, je voulais vous montrer un autre chef d'État, François Mitterrand, au début de la guerre du Golfe, déclenchée, je le rappelle, suite à l'invasion du Koweït par l'Irak. Sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler. Puisqu'il en est ainsi, je vous demande, mes chers compatriotes, de faire bloc autour de nos soldats et pour les idéaux qui inspirent notre action. La guerre exige beaucoup d'un peuple, nous le savons d'expérience. Même s'il n'est pas en jeu notre existence nationale, même si les 12 000 des nôtres qui prendront part sur le terrain aux opérations militaires ont choisi le métier des armes, c'est la nation tout entière qui doit se sentir engagée, solidaire de leurs efforts et de leurs sacrifices. Nos libertés, notre indépendance, notre sécurité sont à ce prix. Il faut que vous en soyez sûrs. Protéger le droit dans le Golfe, au Moyen-Orient, aussi loin de nous qu'il semble sur une carte de géographie, c'est protéger notre pays. Ne laissons jamais à la loi du plus fort le soin de gouverner le monde. Un jour ou l'autre, elle s'installerait chez nous. Voilà, alors lui parle de sacrifice, emploie le mot guerre, et puis alors il y a un paradoxe. Jérôme Sainte-Marie, vous nous parliez des arguments plutôt de gauche, des arguments plutôt de droite. Là, on a Nicolas Sarkozy qui nous parle des valeurs universelles, et puis on a François Mitterrand qui nous parle de l'intérêt de la France, de notre intérêt. Quels sont les arguments de alors, gauche et de non, droite? non, on va laisser Jérôme Sainte-Marie répondre d'abord. Non, ce que je disais très clairement, ma réaction, c'est par rapport à ce discours très étrange de François Hollande, qui est de dire qu'on intervient sur toutes sortes de sujets, y compris pour la femme malienne, mais que en aucun cas on intervient pour nos intérêts. En aucin cas pour nos intérêts. C'est très surprenant et c'est très spécifique, je pense, à la France et plus encore, je pense, plus davantage à la gauche française que de dire que ça ne serait pas légitime d'intervenir pour nos intérêts. Les Américains n'ont aucun problème pour intervenir à travers le monde en justifiant ça par les défenses des intérêts américain. D'accord. François Mitterrand, lui, énonce les deux. Hein. Il y a nos intérêts et puis aussi les valeurs universelles. Par contre, Nicolas Sarkozy est plus dans les valeurs universelles. Je ne retranche pas, par ailleurs, la droite des valeurs universelles. Et donc, évidemment, que ce type de valeurs sont toujours invoquées par tous. C'est simplement que la répartition des choses, c'est un peu différent. D'accord. Ok. Mais sur les arguments de Nicolas Sarkozy, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est un peu dans le même type de justification parce qu'il emploie quand même des mots. Là, il dit conscience universelle. Il va assez loin, là. Moi, je trouve que le discours qui détonne dans les discours qu'on a fait, c'est celui de François Mitterrand, qui est assez différent. C'est-à-dire que François Mitterrand dit il faut une société internationale avec des règles. Et si on ne respecte pas ces règles, il n'y aura pas d'ordre international. Et je trouve que c'est une démarche d'un homme assez réaliste. Et je trouve que des discours qu'on a entendus, c'est le plus réaliste qui soit. D'accord, le plus réaliste, la question... Dans le sens noble du terme. Oui, dans le sens noble du terme, oui. Le discours de Sarkozy, c'est un discours de rétablissement. Bon, voilà, on sait quelle a été sa politique à l'égard de Kadhafi, diplomatie de la réconciliation, etc. Donc on en appelle maintenant à la conscience universelle. Oui, d'accord, ça s'entend par rapport à l'épisode précédent. On a raté la marche des printemps arabes, mais... Là aussi, même scénographie, hein, exactement la même, porte fermée, parce qu'il a quand même été au bout de toutes les possibilités de négociation. Mitterrand, c'est le discours fondateur. Parce que tous ces autres discours ne pourraient pas avoir lieu s'il n'y avait pas eu cette prise de position historique de François Mitterrand au lendemain de la guerre froide, engageant pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, peut-être Suez, pour les spécialistes de l'histoire, des soldats français dans un conflit. Et il dit tout. Il dit déjà en germe la professionnalisation future des armées, puisqu'il dit les soldats qui ont choisi le métier des armes. Il dit l'ordre international. Il s'agit bien, après la guerre froide, d'inventer un nouveau monde. Et là, on voit bien qu'il est plein d'optimisme quant aux capacités d'organiser ce monde, y compris en employant la force au nom du droit international, au nom des valeurs humanitaires. Et c'est le discours fondateur. Il le fait assis.
C'est-à-dire dans la position de celui qui a l'autorité morale, de celui qui a l'autorité naturelle. Il n'est pas dans la position du commandement, il est dans la position de votre docteur qui, d'une certaine manière, tente de vous convaincre. Lui n'a pas de porte fermée derrière lui. Non, il est dans la chaleur de son bureau, mais il cherche à convaincre. Oui, d'accord. Et donc tous les autres, en fait, si je comprends bien, ont repris des éléments, mais là, on pose les bases de toute une logique d'intervention. On peut espérer que les droits de l'homme ont progressé, mais est-ce qu'ils ont aussi progressé qu'on pouvait l'espérer alors? Est-ce que le système international, etc., etc. On va pas faire le bilan de la progression des droits de l'homme. Là, je pense que ce serait un petit peu ambitieux pour cette fin d'émission. Merci beaucoup à tous les quatre pour ces analyses. Merci à Marie Lebon et à Quentin Calmet qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Brigitte Sando qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillés en ligne. Vous pensez qu'ils le font exprès, les portes fermées ou non? Votre analyse c'est vachement intéressant. C'est très intéressant, mais c'est très interprété. Ils sont les deux. Pourquoi mettre un pupitre face à deux portes fermées? Je ne sais pas, il ne faut pas tout surinterpréter, mais le fait que Bush ne montre pas ses mains, on voit qu'il lit sur un prompteur, ce discours. Alors que Mitterrand tente d'accoucher d'un truc qui rassure. Mitterrand le lit sur prompteur également. Vous pensez? Ah oui. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on regardera quels autres discours présidentiels sont faits devant des portes fermées, puis on essaie